Donc, je passe la parole à mon ami, professeur Kisra Hassan, qui est professeur de pédopsychiatrie au CHU de Rabat pour aborder les aspects psychologiques de ce trouble. Merci, cher ami. Je remercie l'association des pédiatres de Fès et plus spécialement le professeur Hida de m'avoir invité à participer à ces journées. Je vais essayer au maximum de ne pas répéter ce qui a été déjà dit. J'ai essayé d'anticiper, comme j'étais en 4e position, j'ai essayé d'anticiper ce qui allait être dit pour ne pas le répéter, mais donc j'ai pas très bien anticipé. Je pensais pas qu'une endocrinologue allait parler du DSM. donc, moi je voulais parler donc des aspects psychologiques du sexe et du genre de l'enfant. Et donc je vais en parler à partir du prisme des dysphories de genre. Parce que bien sûr quand tout se passe bien, donc quand on a par exemple un garçon qui naît, qui a donc les organes génitaux d'un garçon, qui se comporte comme un garçon, qui se voit comme un garçon, il n'y a pas de problème. Donc tout fonctionne naturellement, ça ne demande aucun effort à personne et on ne se rend même pas compte de toute cette mécanique très complexe qui est derrière tout ça pour qu'il y ait toute cette harmonie entre l'aspect physique, le comportement et comment est-ce que cette personne se perçoit. Mais comme toute fonction, ça peut être perturbé. Ça peut être perturbé à n'importe quel niveau. Et à ce moment-là, ça peut donner différents troubles. Ça peut être des troubles physiques, comme ce qu'on a vu. Ça peut être des troubles sur le plan du fonctionnement, du rôle, du comportement, comme ça peut être un problème au niveau de l'identité. Et le fait de se pencher sur ces différents aspects permet de comprendre beaucoup de choses et de comprendre en fait la complexité de ce fonctionnement. Donc actuellement, le diagnostic qui est retenu, c'est la dysphorie de genre. Et comme ça a été dit, donc il y a eu beaucoup de discussions. Comme vous le savez, dans les classifications anciennes, on avait beaucoup de troubles qui étaient décrits dans ces classifications, comme l'homosexualité par exemple. Mais l'homosexualité a été supprimée, donc on ne la trouve plus dans les classifications actuelles. Donc ce qui fait que ce n'est plus considéré comme un trouble, c'est considéré comme une variante des différents comportements sexuels qu'on peut observer. Et ce qu'on appelait avant le trouble de l'identité sexuelle, donc on appelle maintenant la dysphorie de genre, là aussi, avant la sortie du DSM-5, qui est la dernière version du manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, où on a la liste de tous les troubles mentaux avec leurs définitions et leurs critères diagnostiques. Donc ce diagnostic allait être supprimé de cette classification parce qu'il y avait beaucoup de pression des associations qui défendent les droits des personnes donc, qui ont une sexualité, des orientations sexuelles ou une identité qui ne correspond pas à ce qui est classique. Donc il y a beaucoup d'associations qui essaient de défendre ces personnes et qui veulent éviter la stigmatisation de ces différents comportements. Et donc le fait de qualifier ces fonctionnements comme des pathologies, comme des troubles, c'est stigmatisant. Et donc l'objectif, c'était de supprimer ces diagnostics, mais ils ont rencontré le problème qui a été cité, c'est le problème de la prise en charge. Donc si on supprime ce diagnostic, les personnes qui ont une dysphorie de genre, c'est des personnes qui vont avoir besoin d'une prise en charge médicale, chirurgicale, donc ils vont avoir besoin de différents traitements, parfois pendant plusieurs années, des interventions chirurgicales qui sont coûteuses. Et avec les assurances, s'il n'y a pas un diagnostic, il n'y a pas de prise en charge, pas de remboursement. Donc c'est ça, c'était le piège. Et c'est pour cela qu'ils ont été obligés à la fin de céder pour garder ce diagnostic dans la dernière classification, tout en essayant de changer l'appellation, parce que l'appellation ancienne, elle focalisait sur
la problématique, c'était l'identité sexuelle, c'est-à-dire un garçon qui s'identifie comme une fille. Et donc, avec la définition nouvelle, c'est plus le fait de s'identifier à un autre sexe qui est problématique, mais c'est la souffrance qui peut être liée à cette identification. Donc, on peut trouver beaucoup de personnes, et la plupart qui ont, entre guillemets, un trouble de l'identité sexuelle, donc des personnes, par exemple des garçons, mais qui se perçoivent comme des filles, mais qui ne vont pas être considérés comme ayant un trouble dysphorie de genre s'il n'y a pas de souffrance. Donc la souffrance, c'est un élément qui est indispensable. Et donc c'est pour cela que l'appellation, c'est devenu la dysphorie, c'est-à-dire le malaise que va ressentir cette personne. Et donc dans le diagnostic, on focalise sur le malaise plutôt que sur l'identité qui ne correspond pas à ce qui est classique. Donc les critères DSM, donc il y a eu des petits changements. Il y a des critères pour les enfants, des critères pour les adolescents et pour les adultes. Chez les enfants, on est plus exigeant, donc il faut au moins 6 critères sur 8. Pour remplir le critère A, c'est au moins 6 sur 8. Donc c'est beaucoup plus exigeant qu'avec les adolescents où c'est juste 2 critères sur 6. Et la durée, il faut un minimum de 6 mois, mais le plus souvent, les patients, les personnes qui viennent consulter, généralement, ça dure depuis longtemps. Et le critère B, qui est le critère, on va dire, le plus important, c'est qu'il faut qu'il y ait une souffrance, un impact sur le fonctionnement de cette personne. Donc, s'il n'y a pas le critère B, on n'a pas le droit de parler de dysphorie de genre. Et chez certaines personnes qui ont une dysphorie de genre, on peut avoir un problème du développement sexuel, genre ambiguïté sexuelle. Mais c'est une minorité, parce que la plupart des personnes qui ont une dysphorie de genre n'ont aucune anomalie sur le plan physique. Ils ont un physique qui est tout à fait normal. Donc pour les adolescents, comme j'ai dit, c'est 2 critères sur 6. Chez les enfants, c'est plus des critères d'observation. Comment se comporte l'enfant, il joue avec des jeux qui ne correspondent pas à son sexe et ainsi de suite. Alors que chez l'adolescent, c'est plus des choses qui vont être exprimées par l'adolescent, le désir. Donc il y a surtout la conviction, par exemple, c'est un critère qu'on ne retrouve pas chez l'enfant. Chez l'adolescent et chez l'adulte, c'est le fait d'être convaincu d'appartenir à l'autre sexe. Donc, il y a cette non-congruence et l'appellation dans la CIM-11, la classification internationale des maladies, donc qui a été officialisée en 2022, l'année dernière, ils ont opté pour incongruence de genre. Et ils ont dit que dysphorie, c'est un petit peu stigmatisant, et donc ils ont choisi incongruence, donc un terme qui est un petit peu plus neutre, moins stigmatisant. Donc, dans ces 2 classifications, on insiste sur le côté souffrance. Et bien sûr, les personnes qui viennent consulter ou les enfants qui sont ramenés par leurs parents pour des problèmes d'identité de genre n'ont pas tous une dysphorie. Donc, les personnes qui viennent consulter n'ont pas automatiquement une dysphorie. Il y a des personnes qui ont une identité de genre qui n'est pas habituelle, qui n'est pas classique, mais qui n'ont pas la souffrance qui va avec. Donc ils n'ont pas la souffrance qui va avec, donc on ne va pas parler de dysphorie dans ce cas-là, mais c'est des personnes qui vont vouloir être aidées dans leur orientation, qui vont demander un traitement hormonal, qui vont demander un traitement chirurgical. Donc les personnes qui viennent consulter, qui demandent des soins n'ont pas forcément toutes une dysphorie, cette souffrance. Donc on peut avoir des personnes chez qui on ne peut pas porter ce diagnostic parce qu'ils ne remplissent pas tous les critères, mais ils viennent quand même pour demander une prise en charge médicale, psychologique. Donc, une personne qui a une dysphorie de genre, ce n'est pas toujours un garçon qui se croit ou qui se perçoit comme une fille ou une fille qui se perçoit comme un garçon. Ça peut être n'importe quel genre, parce que classiquement, il y a les garçons et les filles, mais maintenant, il y a autres aussi.
Donc, par exemple, dans certains sites internet, quand on veut s'enregistrer, il y a des cases à cocher, sexe masculin, féminin, et il y a autre, donc qui a été ajouté. Et donc, avec l'évolution de la société, on trouve d'autres genres qui ne sont pas des genres classiques. Donc, je pense que vous l'avez reconnu, c'est le chanteur marocain Bilal. Donc, c'est pas lui, d'accord, je l'ai confondu. Donc, c'est un genre. Classiquement, dans les troubles de l'identité de genre, c'est des hommes qui vont s'habiller, qui vont essayer de ressembler le plus possible à une femme, ou une femme qui va essayer de ressembler le plus possible à un homme. Donc, actuellement, donc, il y a d'autres genres, et ce qui fait que on va parler de ce trouble, même lorsque la personne ne se considère pas comme un garçon ou une fille. Mais certaines personnes veulent vivre une vie asexuée, donc ils disent qu'ils ne correspondent pas à ce schéma classique homme-femme. Il y en a qui considèrent qu'ils ont le mélange de deux personnalités, homme-femme, et donc ce qui fait que on parle actuellement d'un spectre. Donc ce n'est plus binaire, homme-femme, mais c'est tout un spectre de genre, et une personne peut se retrouver dans une certaine position dans ce spectre. Donc pour la prévalence, ça a été déjà cité. Donc ça, c'est des statistiques qui sont basées sur des calculs qui sont faits par des centres spécialisés. Donc les centres spécialisés qui reçoivent des personnes qui ont des problèmes d'identité de genre, ils essaient d'extrapoler en fonction de ces personnes qui viennent consulter pour essayer de faire une estimation dans la population. Donc là, c'est les personnes qui souffrent de dysphorie de genre, donc c'est-à-dire des gens qui souffrent. Mais les personnes qui n'ont pas de souffrance, ils ne sont pas comptabilisés. Dans des études qui ont été faites en population générale, par exemple chez des enfants, quand on demande à des garçons et à des filles, est-ce que vous pensez que vous êtes un garçon ou une fille, on trouve que chez 1% des garçons, et parfois plus, des garçons qui disent qu'ils sont des filles, alors qu'ils ont un sexe assigné de garçons. Donc c'est 1%, et chez les filles, c'est 0,5%. Donc les chiffres qu'on a, très probablement, c'est des chiffres qui sont sous-estimés, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ce genre de difficultés et qui ne viennent pas consulter. Et donc c'est forcément avec la stigmatisation, avec les tabous et ainsi de suite, ce n'est pas quelque chose qui est facile à exprimer. En ce qui concerne les différences entre les sexes, donc ça va dépendre de l'âge. Chez les enfants, il y a plus de garçons que de filles pour la dysphorie de genre, donc ça peut aller jusqu'à 4 à 5 garçons pour une fille, donc chez les enfants. Chez les adolescents, on a autant de garçons que de filles, donc qui consultent et qui ont ce diagnostic de dysphorie de genre. Chez les adultes, c'est une prédominance masculine. C'est des personnes parfois qui viennent consulter en psychiatrie parce qu'ils ont des troubles mentaux. Donc les troubles qu'on trouve le plus souvent, c'est la dépression, l'anxiété, les troubles du comportement, le refus scolaire à cause du harcèlement. Et un problème qui est très important, c'est le suicide. Donc c'est une population où le taux de suicide est très très élevé par rapport à la population générale. Pratiquement, la plupart de ces personnes ont des idées suicidaires, et dans certaines études, on a 50% qui ont déjà fait une tentative de suicide. Donc c'est beaucoup plus que ce qu'on trouve dans la population générale. Et même après une aide médicale, traitement hormonal, traitement chirurgical, et ainsi de suite, ce risque suicidaire, il persiste. Donc les problèmes ne sont pas forcément réglés avec ces interventions. Donc en ce qui concerne la dysphorie de genre sans anomalie au niveau sexuel, du développement sexuel, le plus souvent ça commence entre 2 et 4 ans. Parfois ça peut
se manifester au début de l'école primaire, mais on peut avoir bien sûr des débuts tardifs. On peut avoir des débuts à l'âge adulte. Donc je vais accélérer un petit peu. La question que se posent toujours les parents et qu'on se pose aussi, c'est le taux de persistance. Quand on a un enfant qui a ce problème, un garçon par exemple qui veut devenir une fille, qui dit qu'il est une fille, est-ce qu'il va rester comme ça toute sa vie ou bien est-ce que ça va changer? Donc le taux de persistance chez les sujets nés masculins, il est de 2,2 à 30% en fonction des études. Donc plus de 70%, ils vont changer d'attitude avec le temps. Donc c'est un problème qui va persister chez moins du 1/3 des garçons. Chez les filles, c'est entre 12 et 50%, le taux de persistance. Il n'y a pas moyen malheureusement de savoir chez qui le trouble va persister, mais quand c'est sévère, quand il y a un contexte socio-économique défavorable, le risque que ça persiste est beaucoup plus important. La question qui se pose, est-ce que le fait de prendre en charge ces enfants, par exemple, il y a des traitements ou certaines orientations où on essaie d'aider les enfants dans leur choix et on va dans le sens de leur choix. On essaie de les aider à s'affirmer, et ainsi de suite. Donc la question qui se pose, est-ce que ça va influencer la persistance du trouble? Est-ce que ça va encourager? Donc les études montrent que ce n'est pas le cas. Et c'est en fait, il y a une étude qui a montré que lorsqu'on essaie de contrarier les enfants, le risque de persistance, il est plus important. Je vais m'arrêter là et je vous remercie. Merci professeur Kisra de cette conférence claire, précise, au cours de laquelle vous nous avez montré les aspects psychologiques de cette pathologie.